Conférence de presse de Valéry Giscard d'Estaing. Oui à l'Europe confédérale, non à l'accroissement des pouvoirs de l'Assemblée européenne. Les charges deviennent insupportables, mais la protection sociale des Français ne sera pas réduite. C'est à l'État d'assurer la sécurité. Il serait détestable d'en arriver à l'application individuelle de la peine de mort. Raymond Barre, certainement l'un des meilleurs premiers ministres que la France ait eu depuis longtemps. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de détailler très précisément les propos qu'a tenus le chef de l'État lors de sa conférence de presse que vous avez pu suivre cet après-midi en direct sur notre antenne, je voudrais que nous consacrions au moins une minute aux nouvelles alarmistes qui nous viennent d'Alger. Les derniers télégrammes, en particulier ceux de l'agence Reuters à Alger, font état en effet d'une aggravation de l'état de santé de Wahri Boumedienne. On parle même de coma. De nombreux médecins se relaient au chevet du président algérien, des Algériens bien sûr, mais aussi des Soviétiques, des Américains, des Britanniques et des Français. Cancer de la vessie ou affection rénale très grave, l'état de santé du président Boumedienne s'est aggravé au point de faire venir à Alger une quinzaine de spécialistes du monde entier, parmi lesquels 2 médecins français et 7 Américains. Aucun bulletin de santé n'a été publié, seulement quelques indications selon lesquelles les prochaines 48 heures pourraient être décisives. Indications présentées incontestablement pour préparer l'opinion publique algérienne. Hospitalisé depuis samedi, ce n'est qu'hier soir que les Algériens ont appris la présence de spécialistes étrangers auprès du président Boumedienne. Très peu de temps après, on a également appris officiellement que le Conseil de la Révolution assurait désormais la direction politique du pays, en précisant, dans le même communiqué, que la maladie du président n'a pas affecté la bonne marche de la nation. La Constitution ne prévoyant aucun intérim en cas d'empêchement temporaire du chef de l'État, et l'Algérie n'ayant ni vice-président ni Premier ministre, ce sont les 8 membres du Conseil de la Révolution qui assument désormais ensemble la direction du pays. D'ailleurs, cet après-midi, au su de ces nouvelles alarmantes, dans sa conférence de presse, le chef de l'État nous a appris que la France avait réagi dimanche soir à la demande d'assistance médicale de l'Algérie et il a formé des vœux de rétablissement au numéro 1 algérien. Une conférence de presse sur laquelle nous allons maintenant abondamment revenir. Je passe sur l'originalité de la formule. Cette fois, c'était les journalistes qui invitaient le président. Cela se passait au studio 103 de la Maison de Radio France et cela a permis aux journalistes de la presse présidentielle de mieux ordonner les questions et donc d'éviter une certaine confusion. Le cadre lui-même était moins solennel qu'à l'habitude, une tapisserie moderne, une pendule moderne elle aussi, qui avait remplacé la pendulette fétiche de l'aïeul du président, pas de fleurs sur la table, et puis un président presque au milieu des journalistes. Je vous le dis tout de suite, l'essentiel est ce qui a tourné autour de l'Europe et des controverses autour des pouvoirs de la future Assemblée européenne, controverses qui venaient de rebondir en France et à l'étranger, et sur laquelle nous reviendrons avec Alain Duhamel en conclusion de ce dossier. Retenez en attendant juste cette phrase, l'Europe sera faite par des hommes au cerveau clair et aux nerfs d'acier. Je ne suis pas favorable dans les circonstances actuelles à un élargissement des pouvoirs de cette Assemblée. Et commençons donc par le commencement, par cette phrase en préambule, les 4 objectifs que se fixe désormais le président de la République. Ces 4 objectifs sont les suivants. Rechercher l'unité de la France pour qu'elle puisse compter sur toutes ses forces et pour qu'elle puisse vivre comme une démocratie forte et paisible. Placer notre pays dans le peloton de tête des pays industrialisés et faire en sorte qu'elle soit reconnue comme telle dans le monde. Organiser l'Europe en y assurant l'influence de la France. Et enfin faire de notre pays, et je dirais avec vous tous, un exemple d'organisation sociale fondée sur la liberté, sur la justice, sur la culture, réunis pour constituer une civilisation française. Tout de suite après cette phrase en exergue, le chapitre politique, thème central, la cohabitation raisonnable des différentes forces politiques en France. Pour le président, la France n'est pas coupée en 4, elle a fait en matière de décrispation des progrès depuis le début de l'année. J'ai dit tout à l'heure qu'il était fondamental à mes yeux que nous recherchions l'unité de la France. Naturellement, l'unité démocratique,
c'est-à-dire une unité qui ne nous dispense pas de connaître le débat démocratique sur les idées, sur les orientations. Ça voulait dire d'abord mettre fin à une situation de coupure excessive et anormale et organiser ce que j'ai appelé une cohabitation raisonnable entre la majorité et l'opposition. Je considère que depuis le début de l'année, il y a eu des progrès à cet égard et que le style, le ton, les modalités des rapports entre les dirigeants de l'opposition et les dirigeants du gouvernement et de la majorité ont été sensiblement améliorés. Je n'en veux pas en retirer le bénéfice, car je considère que c'est une évolution naturelle et à laquelle chacun contribue, qu'il soit dans la majorité, qu'il soit dans l'opposition. Revenons maintenant, Noël Copin, sur cette décrispation, donc cette cohabitation raisonnable, opposition-majorité. Eh bien oui, donc cette cohabitation raisonnable se poursuit et progresse. Le président de la République, si je puis dire, en donne lui-même l'exemple en évitant au maximum de polémiquer. Il souligne bien sûr que la rupture de la gauche ne fait que s'accentuer depuis les élections, mais lorsqu'un de nos confrères lui demande si cette gauche, si cette opposition est archaïque, il répond non, il ne me semble pas que l'opposition française soit archaïque, mais il y a des archaïsmes dans l'opposition, comme il y en a d'ailleurs dans les autres formations. Le président de la République, par ailleurs, annonce qu'il aura de nouveaux entretiens avec les responsables de l'opposition comme avec les responsables de la majorité, et cela se situera sur le problème de la construction européenne dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors justement, maintenant, à l'intérieur de la majorité, je relève cette petite phrase qui a trait aux relations entre RPR et UDF. Les Français n'ont pas fait en mars dernier 2 demi-bons choix pour la France. Eh bien oui, là aussi, dans la majorité, comme ailleurs, il doit y avoir la cohabitation et la cohabitation raisonnable. Le président de la République se situe d'ailleurs au-dessus des partis et ne s'intéresse pas aux déclarations des uns et des autres, mais s'intéresse à la vie des institutions, c'est-à-dire essentiellement au vote. Et il constate que le RPR, comme l'UDF, a toujours voté jusqu'à maintenant pour le gouvernement. Et il prononce la phrase que vous venez de citer, mais il faut, je crois, ajouter quand même que cette phrase s'accompagne d'une sorte de mise en garde. L'opinion, dit-il, condamnerait une attitude de dispute et de menace. Enfin, il faut préciser aussi, pour ce qui est de l'avis de la majorité, que le président de la République a souhaité qu'il y ait une liste unique de la majorité pour les élections européennes. Mais sur un plan plus général, je crois qu'on peut retenir 2 expressions. La première, les Français savent qu'ils sont gouvernés. La seconde, c'est la démocratie forte et paisible, une expression qui a déjà été employée dans le livre Démocratie française. Et je crois que ces 2 expressions étaient de nature à donner dès le départ le ton de cette conférence de presse, un ton d'assurance et de sérénité. Et puis il y a, Noël, cet hommage appuyé du président à son Premier ministre. Jamais, je crois, on avait vanté avec autant de fougue les qualités d'un Premier ministre. Monsieur Raymond Barre est certainement un des meilleurs Premiers ministres que la France ait eu depuis longtemps. Il a, comme chacun de nous, son caractère, sa manière d'être, mais je vous dirais que s'il n'avait pas ce caractère et cette manière d'être, il est vraisemblable qu'il ne réussirait pas à faire ce qu'il fait. J'aurai l'occasion de commenter la ligne de la politique tout à l'heure. J'indiquais que cette politique est à l'heure actuelle, et chacun d'ailleurs le ressent, la seule possible pour la France. Et j'ajoute que je suis convaincu que le nom de M. Raymond Barre restera au nombre de ceux dont il sera considéré qu'ils ont rendu un service à la France. Alors dans ce même chapitre politique, Valéry Giscard d'Estaing a répété que le fait d'être communiste ne devait pas empêcher tel ou tel journaliste d'être engagé à la télévision, qu'il approuvait l'initiative du sénateur Caillavet qui souhaitait constituer un groupe de travail en matière de concentration de presse, allusion très précise à ce que l'on appelle l'Empire R100, et puis qu'il pensait que l'ensemble du dossier sur la réforme des collectivités locales serait prêt pour le 1er janvier 1981. Et nous en arrivons au 2e chapitre, le dossier économique et social, avec tout d'abord cette définition de la philosophie économique du président. Donc le problème pour la France, c'est comment produire la richesse à partager. C'est maintenant le problème central. Comment la produire? Bien, pour la produire, il faut être capable de la vendre. Parce que de plus en plus, nous vendons une grande partie de notre production à l'étranger. J'ai regardé les derniers chiffres. À l'heure actuelle, nous vendons 23% de notre production à l'étranger. C'est-à-dire que maintenant, près d'un Français sur 4, sa vie quotidienne, son salaire,
dépend de ce que nous vendons à l'étranger. Et que même sur notre propre marché, nous le savons bien, nous avons la présence de la production étrangère, directement celle du marché commun et indirectement celle d'un certain nombre de pays qui vendent chez nous. Donc il faut être capable de vendre. Et pour être capable de vendre, il faut être des concurrents compétitifs. Et le problème pour la France, c'est de savoir si nous allons devenir des concurrents compétitifs dans la compétition internationale. Et je vous dirais franchement, nous le sommes pour certains produits, nous ne le sommes pas encore suffisamment pour d'autres. Si j'aborde la question sous cet angle, c'est qu'elle est directement liée au problème de l'emploi. Je vais en dire un mot, mais je vous montrer la liaison. On a publié il y a quelques jours les résultats du commerce extérieur de la France du mois d'octobre. Et nous avons eu un certain excédent de notre commerce extérieur, un peu plus d'1 milliard de francs. J'ai fait simplement le calcul suivant. Si, au lieu d'avoir eu cet excédent, nous avions eu zéro, nous avions eu l'équilibre, quelle différence cela aurait-il représenté concernant le travail des Français? Eh bien, par rapport à l'équilibre, notre excédent a représenté pour le mois d'octobre le travail de 130 000 personnes. Le fait d'avoir eu un peu plus d'1 milliard d'excédent veut dire que nous avons fait travailler 130 000 personnes. Et donc, si nous avions l'excédent d'autres pays, et je citerai par exemple l'Allemagne fédérale, il n'y aurait pas de problème de l'emploi en France. Si vous comparez l'excédent de ce pays aux autres, si nous avions la même compétitivité extérieure, il n'y aurait pas de problème de l'emploi. Donc, l'année 1979 doit être une année de stratégie tous azimuts pour traiter le problème de l'emploi. Un maître mot, Philippe Sassier, plus que jamais exporter. Oui, exporter pour créer des emplois, exporter pour améliorer le confort, la vie des Français. 1979 sera donc une année de promotion du commerce extérieur. En effet, dans la lutte contre le chômage et pour accroître le rythme de l'activité économique, le président n'a pas évoqué une éventuelle relance par la consommation intérieure, c'est-à-dire par les possibilités d'achat des familles, des usines, des entreprises. La priorité reste toujours l'assainissement de notre économie. En revanche, l'effort doit porter sur les exportations. La France est le 4e exportateur mondial. En un an, nous avons rétabli, et bien rétabli, notre équilibre du commerce extérieur, mais cet équilibre reste fragile, et puis nos exportations ne sont pas toujours bien orientées. Nous sommes toujours déficitaires avec l'Allemagne, avec le Japon, avec les États-Unis. Alors actuellement, et c'est ce qu'a voulu dire le président de la République, les pouvoirs publics sont en train d'étudier, de mettre au point une série de mesures qui devraient permettre aux entreprises, à toutes les entreprises, grandes ou petites, de mieux se battre sur les marchés extérieurs, de faire en sorte que 79 soit une année de promotion des produits Made in France. Deuxième dossier économique brûlant, le déficit de la sécurité sociale. Le gouvernement fera des propositions dans 15 jours. Pour l'instant, une chose est certaine, a-t-on appris en téléphonant chez Mme Veil, on ne remet pas en cause les avantages acquis, c'est-à-dire que l'on ne diminuera pas les taux de remboursement. Il faut donc mieux maîtriser les dépenses de maladie et trouver des ressources supplémentaires. Et puis, il faut surtout s'atteler au problème numéro 1, celui de la retraite. Mais je vous laisse écouter Valéry Giscard d'Estaing. Le problème est très difficile parce que les Français sont très attachés, je les comprends, au haut niveau de protection sociale qu'ils ont acquis, et il n'est pas question de leur faire renoncer à ce haut niveau de protection sociale, et en même temps, le niveau des charges qui pèsent sur notre pays, ce niveau des charges a atteint une limite, Monsieur Mathieu, que je considère comme difficilement supportable. Lorsque j'étais ministre des Finances, j'avais réussi dans les années 70-75 à assurer à peu près le plafonnement du prélèvement global sur l'économie française. Récemment, du fait du ralentissement de la production et de l'accroissement de certaines charges, dont les charges de chômage, la proportion des charges pesant sur l'économie française a augmenté à nouveau et elle atteint, à mon avis, un niveau qui est un niveau de grave préoccupation. C'est pourquoi le gouvernement devra rechercher une solution de synthèse et d'ici, il doit en délibérer dans 15 jours au Conseil des ministres pour rechercher une solution qui ne réduise pas le niveau de protection sociale des Français et qui en même temps évite autant que possible l'accroissement des charges pesant sur l'économie. C'est assez dire la difficulté du problème. Mais retenez de ce développement 2 points. J'estime que les charges qui pèsent actuellement sur l'économie française et d'ailleurs sur les Français par le biais des prélèvements de toute nature, ont atteint un niveau qu'il faut nous efforcer de contenir et, si possible, d'atténuer quelque peu.
Et deuxièmement, compte tenu de l'existence de ces charges et des efforts que nous avons à accomplir dans le sens d'une bonne gestion, il faudra, sur le plan de la dépense publique et de ces différents aspects, faire un effort de bonne gestion et d'économie au début de l'année 1970. Enfin, le chef de l'État a répété qu'il ne croyait pas, dans les circonstances actuelles, à un mai 68 social. Troisième articulation de cette conférence de presse, les problèmes de société, avec un flot de questions sur l'autodéfense et sur la justice d'abord. Une justice rapide risque d'être une justice expéditive et sommaire. Et tous les pays qui ont une institution de justice sérieuse, qui assure la protection de l'individu, l'accompagnent d'un certain nombre de recours, et ces recours prolongent nécessairement les délais de justice. Nous avons fait et nous ferons un effort considérable pour l'amélioration de la justice, même si ceci n'est pas compris, même si ceci n'est pas écrit. Sur le plan de ce qu'on appelle l'autodéfense, c'est à l'État, c'est à la société d'assurer la protection de l'individu. Vous avez raison de dire qu'il faut qu'il le fasse mieux, il le fera le mieux possible et il en accroîtra les moyens. Mais il serait détestable que ce droit soit exercé ou qu'on pense qu'on puisse l'exercer au niveau de l'individu, car on tombe dans tous les excès, d'abord de l'ignorance, de l'erreur, de l'injustice. On aboutirait à une sorte d'administration individuelle de la peine de mort, sans garantie. Et on s'aperçoit dans beaucoup d'incidents récents qu'hélas, le réflexe de l'autodéfense conduit à des erreurs d'appréciation ou à des actes arbitraires qui sont extrêmement cruels. Alors, à propos de cette autodéfense, l'opinion s'étonne parfois que lorsqu'il y a eu un exercice de légitime défense, ce qui n'est pas la même chose. La légitime défense est définie de façon très précise par notre droit et elle suppose deux choses. Elle suppose d'abord qu'elle s'exerce au moment même où l'agression est commise, c'est-à-dire qu'il y a simultanéité, on ne prépare pas la légitime défense. Et ensuite, qu'elle soit proportionnelle à la nature de l'agression. Quelqu'un qui sent sa vie menacée se défend en attaquant la vie de son adversaire, mais qu'elle soit proportionnée à la nature de l'agression. Or, lorsqu'il y a un acte de légitime défense, il arrive qu'une instruction soit ouverte. Et souvent, l'opinion s'en indigne. Et il se trouve des commentateurs pour la soutenir. C'est une erreur. Parce que le fait qu'une instruction soit ouverte ne veut pas du tout dire qu'il y aura inculpation. Mais ça veut dire qu'il faut constater qu'il s'agit effectivement d'un acte de légitime défense. Et on ne peut pas le savoir a priori par de simples impressions ou de simples récits. Donc, je comprends le souci de sécurité des Français, je le partage. La société française doit être une société sûre, mais ça doit être une société juste. Et donc, dans les moyens que nous mettons en œuvre pour rechercher la sécurité, il faut qu'il y ait toujours parallèlement la préoccupation de justice. Nombreux sont aussi les Français qui attendaient du président un mot sur la peine de mort. Eh bien, Valéry Giscard d'Estaing y est revenu cet après-midi, mais pour lui, visiblement, l'opinion française n'est pas prête pour qu'un débat serein s'établisse sur la question. J'observe d'autre part qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de condamné à mort en France. Il n'y en a pas. Il ne s'agit donc pas de traiter un problème qui soit d'application immédiate, puisqu'il n'y en a pas. Et je considère que la démarche raisonnable à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que la société française atteigne un degré de sécurité tel qu'elle puisse, en profondeur et avec l'accord d'une large partie de l'opinion publique, décider la suppression de la peine de mort. Ceux qui, avec sans doute les meilleures intentions du monde, mais ceux qui, tout à coup, troublent ou inquiètent cette opinion, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils suscitent des réflexes d'autodéfense. C'est cela qu'ils font. Car les Français se disent, si le corps social n'est pas capable de nous défendre, nous nous défendrons nous-mêmes. Et on aboutit à la dégradation, la pire, de l'état de justice. C'est pourquoi je considère que la démarche que nous devons suivre, et je souhaite que nous la menions jusqu'à son terme, et que je puisse la mener jusqu'à son terme, c'est d'établir dans la société française un état de sécurité et de justice tel qu'il apparaisse, que l'on puisse supprimer la peine de mort. Encore faudra-t-il définir la peine de remplacement. Alors là, Paul Lefebvre, on peut noter sur ce sujet brûlant une légère inflexion dans la pensée du président. Oui, le président me paraît avoir affiné sa position, sa réflexion, c'est ce qui me semble du moins, sans le dire vraiment, il m'apparaît toujours être hostile personnellement à la peine de mort, mais soucieux d'abord de favoriser une lente évolution de l'opinion publique vers l'abolition, opinion publique qui ne doit pas être choquée, disons prise à rebrousse-poil, il faut un consensus, soucieux également de la nécessité de faire réfléchir sur la peine de remplacement à la peine de mort.
Évidemment, le président n'a pas fixé d'échéance au débat qu'il semble souhaiter sur le sujet, et il n'a pas fait allusion, on l'a remarqué, à la promesse faite au Parlement il y a quelque temps par le garde des Sceaux d'ouvrir un débat sur la peine de mort à la prochaine session parlementaire. C'est peut-être une contradiction, c'est simplement peut-être un oubli, nous verrons. Enfin, sur le racisme, le président de la République a rejeté toute attitude marginale du type de celle de Louis Dartier de Pellepoix, mais il estime que, d'une manière générale, la France est à l'abri du racisme et que c'est à l'honneur du tempérament des Français. La politique étrangère maintenant, avec curieusement aucune question sur le Proche-Orient, mais nous y reviendrons pour notre part plus tard avec la réaction israélienne aux propos d'Anwar el-Sadat hier soir sur notre antenne. En revanche, un long développement sur le Liban. Aucun pays n'a fait autant que la France pour la restauration de la paix au Liban. Je dis bien aucun pays. Il y a un peu plus de 2 ans, j'avais d'ailleurs proposé, on s'en souvient, une participation directe de la France à l'établissement de conditions de sécurité au Liban. Les autorités libanaises n'ont pas répondu à cette proposition. Et il va de soi que nous ne pouvions pas la mettre en œuvre si elles ne nous en présentaient pas la demande. Nous avons décidé au mois de mars dernier de participer à la force des Nations Unies pour permettre l'évacuation par Israël du sud Liban et le retour à une situation de stabilité dans cette région. Nous avons été, je m'en souviens d'ailleurs, critiqués dès qu'il y a eu, ce qui était hélas inévitable lorsqu'il s'agit de rétablir une situation de paix, des incidents et des affrontements au sud Liban. Et à l'heure actuelle, c'est la France qui, de tous les pays du monde, a les effectifs les plus importants engagés dans des actions pacifiques au sud Liban, un peu plus de 1300 hommes. Sur le plan international, nous avons agi par tous les moyens possibles pour rechercher une solution en profondeur au problème du Liban, c'est-à-dire une solution qui respecte l'unité, l'intégrité et l'indépendance du Liban. Nous n'avons jamais soutenu, nous ne soutiendrons jamais les actions de division au Liban qui condamnent à terme l'existence de ce pays et qui aboutiraient d'ailleurs à un affrontement sanglant et sans doute à l'élimination des communautés chrétiennes du Liban. À propos d'affrontement, encore une dizaine de morts cet après-midi à Alais au Liban. Et je vous apprends que le président Sarkis, le président libanais, viendra la semaine prochaine à Paris. Et puis, Georges Bortoli, toujours dans ce chapitre politique étrangère, un éclairage sur les problèmes africains, sur l'Iran et d'abord l'Algérie. Oui, alors l'Algérie, le président Giscard d'Estaing pense que les conditions sont actuellement réunies pour intensifier les relations franco-algériennes dans tous les domaines. Je ne reviens pas sur ce qu'il a dit sur la santé du président Boumedienne, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, Afrique. M. Giscard d'Estaing s'est félicité des actions françaises en Afrique, notamment au Zaïre et au Tchad, car elles ont, estime-t-il, stabilisé la situation sur ce continent. Et enfin, en ce qui concerne l'Iran, Valéry Giscard d'Estaing a précisé que l'ayatollah Khomeini, qui vit actuellement en France, n'y a pas le statut de réfugié politique, qui est un statut un petit peu restrictif, mais que tout de même, le gouvernement français lui a fait savoir à plusieurs reprises que la France n'était pas un territoire à partir duquel puissent être lancés des appels à la violence. Et puis Georges, à cheval sur la politique étrangère et sur les affaires religieuses, le jugement du président sur le pape. Écoutez. Vous redirez d'abord que j'ai été impressionné par la personnalité et par la foi du pape Jean-Paul II, par les deux. D'autre part, je n'ai pas été surpris, j'étais surpris par l'événement, mais à la réflexion, je n'ai pas été surpris que l'Église catholique ait choisi pour la diriger quelqu'un venant du pays d'Europe qui est sans doute à l'heure actuelle le plus catholique de tous, puisque c'est en Pologne que la foi catholique est la plus ardente et que, en particulier, le recrutement de l'Église est le plus intense. Vous dites, est-ce que ceci aura des conséquences sur le plan de la détente? Je ne le crois pas. Je pense en effet qu'ayant passé toute sa vie en Pologne, le pape Jean-Paul II n'aura certainement pas le désir d'introduire un élément de tension ou d'affrontement entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Par contre, je considère que son élection aura des conséquences et a une importance pour l'Est de l'Europe, c'est-à-dire pour la présence et l'expression d'une conviction spirituelle à l'Est de l'Europe. Voilà, le président n'avait pas terminé. Alors nous en arrivons donc pour terminer au plus gros chapitre de cette conférence de presse, aux propos présidentiels sur l'Europe. Hier soir, Gaston Thorn, le chef du gouvernement luxembourgeois, avait relancé la polémique en affirmant, comme Helmut Schmidt, qu'il était normal que l'Assemblée, qui sera élue en juin prochain au suffrage universel, exige et obtienne de plus en plus de compétences. On attendait donc le point de vue du président français.
je souhaite que l'organisation de l'Europe soit une organisation confédérale. Et je pense que pour la génération à venir, c'est une Europe confédérale que nous devons organiser. Confédérale, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une Europe, comme je l'ai déjà indiqué, dans laquelle personne ne puisse imposer sa volonté à personne. C'est donc une organisation qui a pour objet de rapprocher des politiques, de dégager des lignes d'action communes, mais qui ne comporte pas la possibilité de contraindre telle ou telle partie, enfin je veux dire État de l'Europe, qui ne serait pas d'accord sur la ligne retenue. Pourquoi une structure confédérale? Bien, à mon avis, pour trois raisons. La première raison, elle est de caractère politique. C'est qu'à l'heure actuelle, s'il y avait une Europe de type fédéral, il apparaît que celle-ci serait soumise à l'excès à l'influence des États-Unis d'Amérique. Et que l'influence de la politique américaine sur les décisions de cette Europe fédérale serait, à mes yeux, excessive. La deuxième raison, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun des pays d'Europe, quoi qu'ils disent, n'accepterait des décisions jugées contraires à leurs intérêts nationaux et qui seraient imposées à la majorité par une structure fédérale. Et enfin, la raison la plus profonde est la suivante. C'est qu'il faut voir l'Europe pour ce qu'elle est. Et je suis frappé de voir que ceux qui parlent de son avenir en parlent comme s'il s'agissait de reproduire quelque chose qui s'était passé ailleurs. Or, l'Europe ne ressemble pas à ce qui a existé ailleurs. C'est le continent sur lequel il y a la plus longue histoire qui est accumulée, la plus grande diversité quant aux tempéraments nationaux, quant aux traditions, et il est donc normal que la structure future de l'Europe reflète cette situation et qu'elle ait donc l'aspect confédéral. Je vous dirais que face à toutes ces réflexions, suggestions de toutes sortes que nous entendons et que nous entendrons, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Europe sera faite par des hommes qui auront le cerveau clair et des nerfs d'acier. C'est-à-dire qu'ils sauront, pendant toute la période d'organisation de l'Europe, de la façon la plus nette, là où ils veulent aller. Et je souhaite que ce soit l'attitude de la France. Alors c'est donc net, Alain Duhamel, non à l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée européenne. Oui, le sujet européen, c'était naturellement le sujet le plus passionné, celui qui avait suscité le plus de discussions, celui aussi qui était le plus embrouillé jusqu'à présent. Alors, il y a une doctrine Valéry Giscard d'Estaing, maintenant c'est tout à fait visible, et donc le premier point de cette doctrine, c'est effectivement qu'il dit non à l'élargissement des compétences de l'Assemblée européenne. Alors pourquoi? Au fond, il y a deux arguments principaux, et qui sont tous les deux, je dirais, au nom du réalisme. Le premier argument, c'est d'abord que si on voulait aujourd'hui élargir, etc., la plupart des pays n'accepteraient pas de toute façon de se dessaisir de leurs privilèges ou de cesser de défendre leurs ressortissants. D'ailleurs, c'est évident. Le deuxième argument, c'est surtout qu'il reste beaucoup de choses à faire avant et qui sont plus urgentes, à commencer par appliquer le traité. Et le président a cité par exemple deux exemples, la politique de l'énergie, qui serait importante en ce moment, et la politique des transports. Bon, pour ça, il faudrait d'abord le faire. Alors, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Est-ce qu'il a les moyens d'obtenir effectivement ce qui est son désir et sa volonté? Bon, eh bien là, la réponse est très claire, c'est oui, bien entendu. Ceci pour une raison très simple, c'est que ça n'est pas l'Assemblée européenne elle-même qui peut décider comme ça toute seule d'élargir ses compétences. Il faut qu'il y ait l'accord de chacun des États. Donc chaque État a un droit de veto, la France comme les autres. Par-dessus le marché, la Grande-Bretagne et le Danemark sont d'accord avec la France pour empêcher l'élargissement des compétences. Mais donc il n'y a aucun problème, la France peut stopper toute tentative d'élargir les prérogatives de l'Assemblée européenne. Et donc le président, quand il dit qu'il le souhaite, peut le faire, même si il dit le contraire, ce faisant, du chancelier Schmitt, de M. Gaston Thorn ou encore cet après-midi du ministre des Affaires étrangères belge. Et c'est là qu'intervient l'utilisation de la procédure du référendum. Oui, alors la procédure du référendum, ça serait dans l'hypothèse où l'Europe confédérale étant réalisée, et on vient de le voir, on n'y est pas, dans cette hypothèse-là où la question ressurgirait sur le tapis, et il est évident qu'elle ressurgirait. Alors je dirais que de ce point de vue, il y a deux choses. La première, c'est que déjà, Valéry Giscard d'Estaing a marqué que si un jour le problème se posait, ça ne pourrait en aucun cas toucher aux prérogatives de l'exécutif européen, c'est-à-dire du Conseil des ministres européens et du Conseil européen. Ça pourrait être uniquement en ce qui concerne la législation sociale, pour l'essentiel. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, la France, là encore, souhaite contrôler toute évolution. Pour cela, il faut donc à nouveau l'unanimité de chacun des pays, donc de chaque gouvernement de chaque pays, et puis ensuite il faut une ratification
par chaque Parlement, mais en France, et donc de ce point de vue, le président de la République a repris l'idée qu'avait lancée dimanche Raymond Barre. De ce point de vue, en France, ça passerait par une révision de la Constitution, donc d'abord par un vote à la majorité dans chacune des deux assemblées, Assemblée nationale et le Sénat, et puis ensuite par un référendum. Autant dire qu'on dispose d'une série de verrous et de blocages qui permettent effectivement de contrôler l'évolution des choses. Alors les conséquences, les répercussions maintenant sur les partis, sur la classe politique française? Je dirais que l'ensemble de la conception qui a été défendue par le président Valéry Giscard d'Estaing cet après-midi, ça a en tout cas a priori tout pour apaiser les gaullistes. Je veux dire, quand il s'agit d'Europe confédérale, quand on explique comment stopper toute évolution qu'on ne contrôlerait pas, comment on explique les choses d'une façon assez restrictive, tout ça prouve naturellement que ça ne peut que simplifier les relations à l'intérieur de la majorité. Ça, c'est ce qui est direct. Puis indirectement, à partir du moment où il lance l'idée d'une liste de la majorité pour ceux qui seraient d'accord avec sa conception, là on peut imaginer que le poids de son autorité jouant, et il a déjà dit qu'il parlerait, à terme ça peut éventuellement avantager l'UDF. Et de toute façon il rencontrera très prochainement les chefs de parti, il l'a dit. Avant le vote. Voilà, la conférence de presse s'achevait. Le chef de l'État allait visiter une exposition dans cette même maison de Radio France, exposition consacrée à 50 ans de vie élyséenne, exposition au cours de laquelle il devait annoncer qu'il envisageait la création d'une maison de la presse à Paris, peut-être dans les locaux du Grand Palais. Mais avant de le faire, Valéry Giscard d'Estaing tenait à résumer ce qu'avait été pour lui le long apprentissage de président. Assimiler tous les ressorts et tous les moyens de la fonction, il faut sans doute de l'ordre de 2 ans pour acquérir la connaissance et, si on se la prête, la maîtrise de rouage de la fonction, je dirais à peu près 2 ans. Est-ce que je suis toujours attaché au changement? Réponse oui. Et c'est la raison pour laquelle je me préoccupe du futur de la France. J'ai été en quelque sorte répudié par la conjuration des myopes lorsque j'ai parlé du futur. Et je crois que nous vivons au contraire dans une époque où si l'on ne veut pas arriver en retard à toutes les échéances sociales, les échéances économiques, les échéances intellectuelles, les échéances d'éducation, il faut au contraire prendre de l'avance et donc voir assez loin. C'est la raison pour laquelle j'ai attaché une certaine importance à l'an 2000. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je souhaite que la France organise sur son sol à Paris l'exposition universelle de l'an 2000. En ce qui concerne le changement, je reste tout autant attaché au changement, mais j'y ai ajouté une préoccupation supplémentaire. C'est celle d'éviter que le changement ne soit pénible. Parce que dans les périodes de lyrisme collectif, on considère que le changement, tout le monde le souhaite, que c'est une chose facile et agréable. Et puis quand on a à conduire le changement, on s'aperçoit que ça dérange un certain nombre de situations, un certain nombre d'habitudes, souvent respectables. Et je souhaite donc faire en sorte que le changement nécessaire pour la France soit un changement qui ne soit pas trop pénible pour telle ou telle catégorie de Français. Et c'est donc ce changement humanisé que je souhaite continuer à conduire comme président de la République. Voilà donc pour l'essentiel des propos du président de la République. Voyons maintenant les premières réactions politiques qui nous soient parvenues. Daniel Grand-Clément. D'abord, une réaction très imagée de Roger Gérard Schwarzenberg pour les radicaux de gauche. Le chemin de la cohabitation raisonnable doit devenir une route à double sens, dit-il, sinon il restera un mirage. Jean Le Canuet annonce que son mouvement, l'UDF, va réfléchir et surtout faire des propositions à partir des axes définis pendant la conférence. Quant à Georges Marchais, il estime que le président s'est employé à tirer un rideau de fumée sur la réalité de sa politique. André Bergeron, pour Force ouvrière, se félicite de ce que l'Europe ait occupé une part importante de la réunion, car l'enjeu, dit-il, est considérable. Pour Jacques Moreau, enfin, CFDT, affirmer que la politique de Raymond Barre est la meilleure, c'est ignorer les difficultés des jeunes, des immigrés, des femmes et des chômeurs. Voilà donc Daniel Grand-Clément. La suite, dès que ces réactions nous parviendront, de toute façon dans le journal de 23h30, celui de Pierre Alain. Le reste de l'actualité, maintenant, la tuerie du Guyana, suicide collectif ou massacre, eh bien le mystère reste entier avec la mort de Jim Jones, celui que l'on a appelé l'évêque fou du temple du peuple. Pour le propre fils du chef de la secte, la plupart de ces malheureux ont péri assassinés. 409 morts, pour la plupart américains, c'est le dernier bilan du grand holocauste de Jamestown.
Les mères ont empoisonné leurs enfants avant de se donner la mort et parmi les corps identifiés, on a découvert ceux du fondateur de la secte, Jim Jones, de sa femme et de l'un de leurs fils. Mais d'après Mark Lane, l'un des avocats de la secte, tous ne se seraient pas suicidés. De nombreux autres auraient été tués par balles. Mark Lane déclarait lors de sa conférence de presse: « Dans le camp, il y a eu la panique. Des gens se sont mis à hurler. Certains se sont précipités dans la jungle. Alors j'ai entendu la voix de Jim Jones dans un haut-parleur. Il criait « Maman, maman, maman » et après un silence, j'ai entendu des rafales d'armes automatiques. Plusieurs centaines de membres de la secte ont réussi à s'enfuir dans la jungle qui entoure la mission. Depuis, le Pentagone a décidé de dépêcher sur les lieux des hélicoptères ayant à leur bord des équipes médicales afin de porter secours aux survivants et aux fugitifs. Quant au corps du parlementaire américain Leo Ryan et des journalistes victimes de la fusillade de dimanche, ils ont été rapatriés aujourd'hui aux États-Unis aux premières heures de la matinée. Proche-Orient, au Conseil des ministres israélien aujourd'hui, on a bien sûr beaucoup évoqué l'interview du président Sadat accordée à Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel au cours de Cartes sur table. M. Ben Elissar, le plus proche collaborateur de M. Begin, répond pour nous au président égyptien qui estimait que toutes les difficultés étaient réglées à 90%. Eh bien, même sentiment et même optimisme pour M. Ben Elissar. Vous constatez que le président d'Égypte est optimiste et c'est très bien ainsi. Je compte personnellement parmi les optimistes aussi. J'ai l'impression que nous nous acheminons vers la signature du traité de paix entre l'État d'Israël et l'Égypte. Sans vouloir chiffrer en pourcentage l'écart qui nous sépare, il ne s'agit plus que pratiquement du dernier fignolage d'un texte qui est déjà presque prêt. Il y a deux dates importantes qui sont imminentes. Le 10 décembre, date à laquelle Sadat et Begin devraient se rencontrer à Oslo pour recevoir le prix Nobel, et le 17 décembre, qui est la date limite prévue par Camp David pour la signature du traité de paix, le fameux délai des 3 mois. Est-ce que ces deux dates indiquent quelque chose pour vous? Est-ce qu'il est possible que le 10 décembre ou le 17 décembre, quelque chose soit terminé? Pour le gouvernement israélien, le traité pourrait même être signé avant le 10 décembre. Seulement pour le gouvernement israélien? C'est-à-dire si l'Égypte accepte ce qu'Israël exige? Non, nous n'avons pas d'exigence. Nous venons d'approuver un texte sur lequel les deux parties sont pratiquement déjà tombés d'accord. Le gouvernement d'Israël n'a présenté aucune nouvelle exigence. Iran, de très graves affrontements entre forces de l'ordre et manifestants auraient fait plus de 100 morts hier à Shiraz, selon un communiqué du Front National iranien publié à Paris. Des nouvelles du cargo de la honte, la tragique situation des réfugiés vietnamiens du Haïong sur le point enfin de se régler. On espère que les premiers groupes de réfugiés pourront quitter le cargo pour gagner leur pays d'accueil dès le début de la semaine prochaine. Des images, s'il vous plaît. La fin du cauchemar approche pour les quelques 2500 réfugiés vietnamiens entassés depuis 38 jours maintenant sur le Haïong. C'est ce matin que des représentants français et canadiens ont enfin pu monter à bord du cargo pour commencer la sélection des réfugiés. Le Canada s'est engagé à accueillir 600 des passagers du Haïong, la Belgique 150, la France, elle, acceptera tous ceux qui répondent aux critères d'accueil, c'est-à-dire qui parlent français et ont de la famille en France. Quant aux États-Unis, ils proposent d'accueillir 5000 réfugiés vietnamiens déjà installés en Malaisie dans des camps comme celui-ci, si tous les passagers du Haïong sont autorisés à débarquer. On estime qu'il faudra une semaine environ pour mener à bien les opérations de sélection et donc qu'un premier groupe de réfugiés pourrait quitter la Malaisie dès le début de la semaine prochaine. Mais le Haïong n'est qu'un exemple de l'immense problème des réfugiés. Il y a désormais plus de 38 000 Vietnamiens dans les camps de Malaisie, dont 3 500 sont arrivés rien qu'au cours de cette dernière semaine. Le gouvernement malaisien envisage de décréter l'état d'urgence. France maintenant, arrestation cet après-midi à Paris de l'un des ravisseurs du baron Ampin. Georges Bertoncini est l'un des principaux membres du gang qui enleva l'industriel au début de l'année. Social, au lendemain de l'annonce de la mise au chômage technique de plus de 6000 personnes à l'usine Solmer à Fos.
Vive émotion aujourd'hui à Fos-sur-Mer. Les responsables syndicaux CGT avaient invité les employés à participer à une campagne d'explication dans les locaux même de l'usine. Et pour le moment, les discussions entre les représentants syndicaux et la direction du complexe sidérurgique n'ont abouti à aucun résultat. Obtenir un résultat n'est pas si simple car il y a en fait à la Solmer deux crises superposées. L'une est celle des horaires. La direction vient de fermer l'usine parce que, dit-elle, elle est paralysée par des grèves répétées. Pourquoi les syndicats organisent-ils des grèves répétées? Parce que depuis 3 semaines, on leur a réduit leurs horaires et que par conséquent, les salaires ouvriers ont baissé. Alors pourquoi la Solmer a-t-elle réduit les horaires? Eh bien, parce qu'on lui achète moins d'acier. On touche là la vraie crise. Il faut rappeler que la Solmer n'est rien d'autre que le nom donné sur les bords de la Méditerranée à l'association des deux principaux groupes sidérurgiques, Usinor et Sacilor. Frais financiers, prix de revient élevé, acier difficile à vendre, la Solmer a bien entendu les mêmes problèmes que ses composantes, qui sont, rappelons-le, en pleine restructuration après faillite. Alors on pourra, on l'espère, régler assez vite ces problèmes d'horaire par la négociation. Restera la cause profonde, initiale, rendre l'acier français plus compétitif, cela c'est du domaine des espérances à plus long terme. EDF, la grève des agents CGT a surtout touché ce matin entre 9h et 11h l'ouest et le sud-ouest de la France, en Bretagne notamment. Pas ou peu de coupures en revanche à Paris et dans les autres régions de la France. Sur l'agenda du Premier ministre, un prochain voyage en Corse. Raymond Barre se rendra dans l'île de Beauté les 11 et 12 décembre. Et puis 8 mois après la catastrophe de la Moco Cadiz, la France est, je crois, mieux armée pour combattre la pollution marine. Ainsi hier, au large du Finistère, c'était une première de la Marine nationale avec une journée d'expérimentation qui s'appelait Grand Aztec. Il s'agissait tout simplement de simuler une sorte de remorquage. Les doublures étaient bien au rendez-vous. Le remorqueur Abeille Normandie est un super pétrolier de 300 000 tonnes chargé d'eau de mer. Mais il manquait la tempête. Au sud-ouest de Pinmar, il faisait trop beau, un vrai temps de curé, comme disent les marins. Depuis la catastrophe de la Moco Cadiz en mars dernier, l'un des deux remorqueurs les plus puissants de France, 16 000 chevaux, est stationné à Brest. Placé sous les ordres du préfet maritime, ce remorqueur doit pouvoir appareiller en moins de 40 minutes, si la mer est belle. En cas de mauvais temps, il patrouille autour de l'île d'Ouessant. En effectuant cette expérimentation, la Marine nationale désirait tester la capacité d'un tel remorqueur, confronté à un supertanker de 300 000 tonnes. Hélas, l'exercice a été en partie faussé par le beau temps. Peu de mer, pas de vent. Les conditions d'un remorquage difficile n'étaient pas au rendez-vous. Malgré tout, quelques enseignements ont pu être tirés de cette journée. Même par beau temps, un gros remorqueur peine pour tracter une telle masse. Et le passage de la remorque, ce gros filin d'acier long d'1,5 km et qui pèse plus de 30 tonnes, reste toujours une opération délicate. Avec les enseignements que vous avez pu tirer de ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'avec un remorqueur de la puissance de l'Abeille Normandie, on aurait pu faire quelque chose de plus pour la Moco Cadiz? C'est difficile à dire tout ça, parce que c'était pas les mêmes conditions de mer, c'est difficile à dire, mais enfin, il est possible que, compte tenu du fait qu'on l'a remorqué, vous voyez ce matin, avec de la houle, on l'a remorqué à 5 nœuds 34, c'est quand même pas mal pour ce poids-là. Il est possible qu'on aurait pu l'étaler, peut-être. En cas de mauvais temps, il ne faut malgré tout pas se faire d'illusions. Face à un supertanker, le remorqueur devra se contenter de réduire la dérive du pétrolier. C'est déjà suffisant pour permettre à des équipes spécialisées de la Marine nationale d'être élitreillées sur le bateau et de procéder aux réparations. Un des derniers géants de l'art contemporain est mort hier à Rome, avant-hier soir même. Giorgio de Chirico était âgé de 90 ans. Son œuvre métaphysique, son chemin solitaire, ne l'avait pas écarté de la popularité. Ses amis s'appelaient Cocteau, Picasso, Apollinaire, André Breton. Il était, je crois, de leur trempe. Eh bien, sa dernière interview, il y a 3 mois, il l'avait accordée à Georges Bégou et à Victor Vramand. Né en Grèce il y a 90 ans, fils d'une famille italienne, étudiant à Munich, ensuite parisien jusqu'en 1945, ami d'Apollinaire et de Picasso, Giorgio de Chirico s'installe définitivement à Rome à la Libération. Chirico refuse toutes les étiquettes. Il ne semble retenir qu'une leçon métaphysique de Nietzsche et Schopenhauer, qu'il explique ainsi à travers son œuvre. C'est la beauté tranquille, sans tache de la lumière qui me semble métaphysique. Vous éprouvez toujours la même passion pour peindre? Oui. Malgré la fatigue, la passion est la même.
attaché au surréalisme d'une certaine manière. Le surréalisme est une invention qui ne m'intéresse pas. M'a jamais m'intéressé. Pour Chirico, il y a une énigme plus grande dans l'ombre de l'homme qui marche au soleil que dans toutes les religions passées, présentes et futures. Apollinaire, qui le premier pressentit l'importance de l'œuvre de Chirico, écrivait en 1914 « L'étrangeté de ces énigmes plastiques échappe encore au plus grand nombre. C'est un moyen moderne, la surprise que ce peintre emploie pour dépeindre le caractère fatal des choses modernes. » Chirico, donc, mort avant-hier à Rome. Demain, mercredi, dans la météo, vous allez voir beaucoup de brouillard givrant sur le sud-ouest, le centre et le nord-est. Ailleurs, après une matinée fraîche, le temps sera encore ensoleillé. Sachez enfin que c'est vers 23h45 que vous retrouverez Pierre Alain pour les dernières informations. Point final de la présente édition, un peu plus longue qu'à l'habitude. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous et à demain, j'espère.